Bonjour à toutes et à tous, c'est Paléo News, l'émission qui fait des news avec du vieux. Alors dans l'actualité de la semaine, vous n'avez certainement pas pu rater cette annonce de la découverte de trilobites en file indienne, ou du moins la première description officielle de trilobites en file indienne, non pas qu'on n'en avait pas trouvé avant, mais c'est la première fois qu'on les décrit vraiment. Trilobites en file indienne, donc qui soutiendrait qu'il a existé déjà un comportement social vieux de 480 millions d'années. Alors, c'est une nouvelle qui a atteint le web français et pour cause. Elle a été publiée par des chercheurs qui sont essentiellement français, avec des co-auteurs suisses et marocains. Donc, ce que vous pouvez voir dans la liste ici. Donc, vous avez ici les co-auteurs qui viennent de l'université de Qadi Ayad à Marrakech et les co-auteurs qui viennent aussi de Suisse, donc de Lausanne. Mais la plupart des auteurs sont français, soit de Poitiers, soit de Lyon, soit de Brest. Donc cette nouvelle a atteint le web français assez facilement puisqu'elle est du coup puisque l'article en lui-même a été écrit par des auteurs français et a été publié dans la revue Scientific Reports qui est une revue open access. Donc c'est pareil, ça aide pas mal pour la diffusion des nouvelles d'avoir une revue open access, c'est-à-dire une revue où on n'a pas besoin de payer pour y accéder. Il n'y a que les auteurs qui payent pour pouvoir publier. Bon, ça c'est un autre problème. Mais voilà. Et donc c'est une annonce qui a été accueillie avec pas mal de scepticisme en fait à la suite de sa publication, enfin du moins à la suite de la publication des communiqués de presse, et notamment parce que beaucoup de gens ont remarqué très rapidement que en fait ces lignes de trilobites, donc ces files indiennes de trilobites qui suggèrent un comportement social, ça fait penser par exemple aux chenilles processionnaires ou bien à certaines espèces de homards aussi qui s'assemblent, ou de langoustines, je ne sais plus. Il y a des crustacés qui font ça, qui s'assemblent pour migrer en file indienne comme ça. Donc c'est vrai que ça ressemble à un comportement qu'on voit chez les espèces modernes. Oui, mais il y en a qui ont judicieusement remarqué que il y avait pas que c'était pas des assemblages monospécifiques. Voilà, il y a des parasites dans le signal, j'ai envie de dire, avec ces petits trilobites que vous voyez là en violet dans les files indiennes de trilobites orange et qui n'appartiennent pas aux mêmes espèces. Et donc ça a rapidement évidemment fait penser qu'il pourrait y avoir un problème en fait finalement avec cet article. Alors du coup on va le décortiquer un petit peu histoire de voir ce qu'il en est. Et alors déjà le premier truc par rapport à l'annonce qui a été faite, enfin l'annonce de presse que vous avez pu voir par rapport à l'article original, c'est l'emploi du mot comportement social. Donc vous voyez là, ici c'est dans Science et Avenir, donc vous voyez qu'il titre clairement un comportement social vieux de 480 millions d'années. Ça me semble important de nuancer l'utilisation du mot social dans un groupe comme les arthropodes où les comportements sociaux peuvent aller de extrêmement solitaire au point que même quand tu t'accouples, tu tues la personne avec qui tu t'accouples. Pensez aux menthes religieuses ou aux araignées par exemple, à des comportements qu'on qualifie de eusociaux, c'est-à-dire les fourmis, les abeilles, dont l'organisation fait littéralement passer nos petites sociétés de primates pour des gougnafiers mal organisés, quoi. Donc il faut bien relativiser l'utilisation du terme social quand on parle d'arthropodes. De quoi on parle quand on parle de comportement social? Et là, en l'occurrence, on parle juste d'une espèce qui était possiblement solitaire et qui se réunissait uniquement peut-être pour la migration ou la reproduction ou les deux. Puisque ce sont à peu près les deux raisons pour lesquelles les chenilles processionnaires et les crustacés ont ce genre de comportement, de se mettre en file indienne, c'est la migration ou la reproduction. Donc voilà, et pour le coup, l'article, et c'est pour ça qu'il faut toujours se référer à l'article original, ne parle pas de comportement social dans son titre, mais bien de comportement collectif. Et ça, c'est important. Donc c'est un comportement collectif qui n'implique pas que l'espèce elle-même a un comportement social le reste du temps. Et alors après, que nous dit cet article? Et mérite-t-il tout ce scepticisme? Eh bien, déjà, on peut s'avancer à la seconde page de l'article. Seconde page de cet article où on nous parle un peu de ce qu'on a. Donc ce sont les résultats, c'est la description de ce spécimen, de ces spécimens, puisqu'il n'y en a pas qu'un, ils en ont plusieurs. Et alors ce qu'ils voient, c'est déjà le nombre de spécimens peut varier de 3 à 22, donc on n'est définitivement pas sur un comportement qui est d'une très grande constance, du moins si on admet que tout est préservé à chaque fois.
Hein, peut-être qu'il y a certains morceaux qui ont été enlevés et que du coup, il y avait peut-être des lignes, toutes les lignes avaient plus de 10 individus, mais que certaines ont été endommagées. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même une certaine variabilité dans ce comportement, si comportement il y a. Que tout est extrêmement bien préservé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de spécimens désarticulés. Et surtout, quelque chose qui semble important à préciser, c'est que tous les spécimens sont des adultes, ce qui est écrit ici. Voilà, donc il n'y a pas d'exuvie. Il n'y a pas d'exuvie, ça veut dire qu'il n'y a pas de mue. Donc ce ne sont pas des carcasses, ce sont des animaux qui étaient bien vivants et ce sont des animaux qui sont morts à l'âge adulte, comme il est écrit ici. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'ils sont à leur stade Holaspis avec 6 segments développés, ce qui est le maximum pour cette espèce. Donc c'est ce qui est écrit là, voilà, 6 thoracic segments. Il n'y a pas d'exuvie, pardon, et donc c'est pas juste des mus, c'est pas des coquilles de mus qu'on voit, ce sont bien des animaux qui sont morts, et, et il s'agit de tous d'individus adultes à leur stade Holaspis avec leurs 6 segments thoraciques bien développés. Donc ça quand même, si on devait aller du côté de l'hypothèse d'une migration d'individus à des fins de reproduction, on serait quand même bien parti là. Il y a quand même quelque chose. Il faut quand même expliquer pourquoi, si ce n'est pas un comportement typiquement lié à la reproduction, pourquoi on ne trouve aucun individu immature. Peut-être un biais de préservation, mais en tout cas, la préservation, le fait que tous les individus soient préservés, qu'il n'y ait eu quasiment aucun dérangement du site de fossilisation, n'est pas vraiment en faveur d'un biais taphonomique, quoi. Il n'y a pas l'air d'y avoir de biais de fossilisation. Donc on est plutôt bien parti en fait pour cette interprétation d'un comportement de migration, peut-être lié à la reproduction. Et surtout, ce qu'on voit dans le paragraphe suivant, la discussion, il y a une discussion très très longue à propos des conditions de fossilisation, donc in situ preservation, les conditions de fossilisation qui indiquent que ces assemblages en ligne en fait ne sont pas dus à un relief. Parce qu'évidemment, le meilleur moyen d'accumuler en ligne des fossiles, c'est qu'il y ait juste une petite vallée, voilà. Et vous imaginez bien que les fossiles vont spontanément, par gravité, aller s'accumuler dans la petite vallée. Bon, il n'y a pas de choses comme ça. Au niveau des traces de courant, on pourrait faire l'hypothèse que c'est le courant qui a orienté les fossiles de cette façon. C'est pareil, les traces de courant ne sont pas cohérentes avec cette interprétation. Donc, a priori, c'est pas une raison mécanique qui a poussé les fossiles à être fossilisés comme ça. Donc encore une fois, on est plutôt en faveur d'une hypothèse qui impliquerait un comportement social, enfin un comportement collectif, justement. Je tombe dans mon propre piège. Donc au final, qu'est-ce que c'est le problème? C'est vraiment ces individus qui ne sont pas de la même espèce que tout le reste en fait. Le vrai problème c'est ça, et le fait est que ce n'est pas un petit détail. Il y a quand même 57% des spécimens de ces plaques sur lesquelles sont préservées les lignes, les assemblages en ligne de trilobites, il y en a quand même 57% donc qui n'appartiennent pas au genre Ampyx. Et après vous avez évidemment toute une variété d'autres trilobites dont les noms sont listés ici. Mais de ces 57%, il n'y en a que 4 qui font partie d'un assemblage en ligne. Donc il y a 57% des 57% des assemblages, voilà, des fossiles d'assemblage contiennent des fossiles d'autres espèces, mais seulement 4 spécimens, pas 4%, seulement 4 spécimens contiennent un trilobite qui est en ligne avec les Ampyx, avec les trilobites qui sont en ligne. Donc ça reste quelque chose d'assez marginal, mais évidemment c'est quelque chose qui est quand même suffisamment marginal pour soulever un certain scepticisme. Pourquoi ? Parce que le diable est dans les détails, j'ai envie de dire, et que considérer ça comme un petit détail, un à côté, c'est peut-être là que se trouve l'erreur. Si erreur il y a. Alors,
mon avis à moi, c'est que, bah, évidemment, étant moi-même intéressé par les paléopathologies, et les paléopathologies, c'est typiquement, bah, c'est comme, c'est historiquement, ça marche comme la médecine, c'est-à-dire que quand ça marche, on ne sait pas comment ça marche, c'est quand ça marche pas qu'on voit comment ça marche. Voilà, donc, et là, c'est typiquement ça, il faut accorder de l'importance au cas où ça marche pas, et ces petits intrus là, c'est typiquement des cas où ça marche pas, c'est-à-dire que si vous avez effectivement comportement collectif de la part d'une espèce, il ne devrait pas y avoir d'autres espèces qui s'incluent dans le lot. Sinon, c'est plus un comportement collectif d'une espèce, ça devient un comportement symbiotique. Et alors là, on part dans un tout autre niveau de théorie, quoi. Donc je pense, mon avis à moi, c'est que je pense qu'en fait, la théorie du comportement collectif est la meilleure parce qu'on n'a pas mieux. Y a vraiment rien qui peut expliquer comment des trilobites peuvent se retrouver en ligne comme ça et tous s'orienter dans la même direction si c'est pas le courant et si c'est pas un paléo-relief, quoi. Y a pas grand chose qui peut expliquer ça et surtout que apparemment ils ont ça au Maroc mais apparemment ils retrouvent ça aussi en Chine et en montagne noire en France. Pas de l'ordovicien. En montagne noire c'est de l'ordovicien mais en Chine c'est du cambrien. Mais voilà, ils retrouvent des choses assez similaires avec d'autres taxons d'arthropodes à d'autres endroits. Donc voilà, j'ai envie de dire, comportement collectif, oui, pour l'instant, parce qu'on voit pas trop comment expliquer ça autrement, mais la présence de ces petits trucs là, de ces petits intrus, elle est pas négligeable et ne devrait pas être négligée. Et évidemment, la question c'est est-ce qu'on voit ça chez les arthropodes modernes avec les comportements similaires? Bah non, les comportements modernes, les arthropodes modernes qui se baladent à la queue leu n'ont jamais été observés en train d'accueillir des potes d'une autre espèce dans leur petite file indienne, quoi. Donc voilà, ils font pas la chenille avec d'autres espèces. Chenille, arthropode, vous avez compris le jeu de mots. Donc quoi en penser? Eh ben, c'est très intéressant, ça fait de très belles images et je pense que c'est pour ça que ça a eu un succès médiatique aussi prononcé parce que en soi finalement c'est un comportement qui était déjà connu hein, chez les arthropodes et qui est retrouvé chez des arthropodes suffisamment distants phylogénétiquement pour qu'on puisse s'imaginer qu'il est originaire du Paléozoïque ce comportement. Donc en soi c'est une preuve de quelque chose dont on se doutait déjà. Mais ça fait des jolies photos donc ça a une belle couverture médiatique. Ça apporte du coup encore une fois comme la plupart des découvertes, ça apporte beaucoup de questions, plus que ça n'en répond. Et l'une des grosses contributions à mon avis, ça va être d'enfin essayer de comprendre à quoi servaient ces antennes là, enfin ces petites projections. Parce que c'est quand même pas anodin que ce comportement soit retrouvé chez un trilobite, chez qui on retrouve ces projections. Et ça, à mon avis, ça va être la grosse contribution de ce travail. Si, évidemment, j'espère qu'il continue à travailler dessus et qu'il va y avoir plus de publiés à ce propos-là. Mais bon, vous voyez que l'article est déjà long en soi. Mais voilà, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, en fait, ils auraient pu se servir de leurs extrémités et de leurs antennes, puisque les trilobites avaient des antennes, afin de maintenir cette cohésion de ce comportement grégaire, on va dire, afin de maintenir la ligne. Ils auraient pu avoir des récepteurs au bout de leurs appendices. Et ça, donc, ça expliquerait aussi pourquoi on voit se développer des appendices chez les trilobites, au moins en partie. Donc ça, c'est une piste qu'il lance dans l'article, et à mon avis, c'est une piste qui méritera d'être suivie, parce que c'est vraiment, selon moi, c'est la grosse contribution de cet article. C'est vraiment d'arriver à comprendre enfin justement les signaux que pouvaient s'envoyer les trilobites, qu'ils soient chimiques, qu'ils soient mécaniques, etc. Et comment l'utilisation de ces signaux a fini par influencer l'évolution de leur morphologie, et notamment de ces structures si bizarres et si particulières qu'on retrouve chez les trilobites. Mais trêve d'invertébrés, la semaine dernière, c'était le 79e meeting annuel de la Société de paléontologie des vertébrés, donc Society of Vertebrate Paleontology, et pour faire court, à partir de maintenant, je vais l'appeler SVP, parce que c'est vraiment trop long à dire à chaque fois, 79e meeting
de la Society of Vertebrate Paleontology. Donc ça s'est déroulé à Brisbane, en Australie, et j'ai eu la chance d'y être. Et du coup, ça va être l'occasion pour moi de vous présenter un peu ce que c'est qu'un meeting de paléontologie des vertébrés, parce que quand même, il y a beaucoup il y a beaucoup de bullshit qui sont racontés à propos de ce genre de meeting. Le premier étant que c'est là que se déroule le grand complot darwinien. Hein. Voilà, donc une bande de mecs habillés en noir, réunis dans une salle sombre en train de comploter pour faire continuer à croire au monde que les espèces évoluent. Bah non, hein, c'est pas du tout ça évidemment. Donc l'ASVP, donc c'est le plus grand meeting de paléontologie des vertébrés au monde. Alors à Brisbane, c'était une petite session, hein, puisqu'il n'y avait que 1200 personnes. Bon, normalement, ils sont organisés en Amérique du Nord. Et alors là, quand c'est en Amérique du Nord, on frise les 2000 participants. Donc là, c'était plutôt une petite session, mais c'était pour le mieux, puisque ça a augmenté la diversité du nombre de choses présentées. C'est-à-dire que pour une fois, c'était pas 90% du dinosaure nord-américain, quoi. Hein, tout ça pour... on a les mêmes biais que tout le monde, hein, je veux dire, quand on fait un meeting en Amérique du Nord, bah, on a une surreprésentation de chercheurs d'Amérique du Nord. Donc là, pour une fois, avoir un meeting autre part qu'en Amérique du Nord, c'était que le troisième. Hein. C'est que le troisième meeting qui est organisé ailleurs qu'en Amérique du Nord, donc pour la SVP, donc c'est pas anodin. Et ben ça augmente pas mal la diversité et du coup bah, on a eu du synapside, donc moi-même ainsi que pas mal de mes collègues, on a eu beaucoup de mammifères et on a eu aussi même du poisson, donc c'est pour vous dire à quel point c'était diversifié. Et donc c'est le plus grand meeting du monde en termes de paléontologie des vertébrés, mais il ne faut pas voir ça, comme je disais, comme un rassemblement de gens extrêmement sérieux et extrêmement pompeux. En fait, faut plutôt voir ça en fait comme la Comic-Con du Paléo Geek, quoi. C'est une convention. Si vous êtes déjà allé à une convention, je vous montre des images en ce moment. Voilà, c'est réellement comme une convention de geeks. Donc les gens, je crois que c'est la première fois que je vois aussi peu de gens présentés avec une chemise. Les gens n'ont même pas pris la peine de faire leur présentation en chemise, enfin de présenter leur travail, leur recherche, je veux dire, en chemise. Donc c'est vraiment comme une convention. Vous avez un centre d'exposition où les gens présentent, s'ils ont des choses à vendre, ils les vendent. Donc vous pouvez voir il y a des modèles pour les musées par exemple, qui peuvent être achetés par les musées. Vous pouvez acheter des publications évidemment et vous avez les étudiants ainsi que les chercheurs qui présentent leurs recherches soit par poster. Donc là c'est là où ce que je vous montre en ce moment, c'est là où il y avait la session de poster. Donc tous les jours il y a une nouvelle session de poster, donc les gens affichent leurs posters et puis on prend une bière ou un café et puis on discute autour du poster. Voilà, on se fait des potes, on rencontre les collègues. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on collabore avec des gens, mais on n'a jamais vu leur tête. Voilà, on collabore par email interposé ou par article interposé et on n'a jamais vu leur tête, donc c'est le moment de voir leur tête. C'est le moment de mettre des noms sur les visages, quoi, parce que contrairement, encore une fois, à ce que l'idée du complot darwinien sous-entend, évidemment, on ne se connaît pas tous. Alors le meeting de la SVP, c'est l'occasion de faire des rencontres et de se réunir avec les autres darwinistes pour discuter du grand complot darwinien, des licornes et aussi des extraterrestres. C'est vraiment le festival du grand complot mondial. À côté de la licorne et de l'extraterrestre, vous avez la preuve que les dinosaures et l'homme ont coexisté. Voilà, c'est magnifique Triceratops avec une selle. Et surtout, la Terre plate. Enfin non, justement, pas la Terre plate, la Terre est ronde ou hémisphérique, en fait, ça dépend. Donc, mais c'est surtout l'occasion de rencontrer des gens influents dans le milieu, donc de se faire des relations, comme on dit, de faire du networking. Pourquoi ? Tout simplement parce que le financement, c'est une denrée rare, et évidemment, c'est les gens influents qui ont des financements. Donc, on est tous un peu à la recherche de financement, de pouvoir se greffer éventuellement à des projets qui sont bien financés. Et puis, c'est évidemment l'occasion aussi de discuter collaboration avec des gens avec qui on a des points communs ou pas d'ailleurs. Hein. Ça peut être l'occasion de lancer des nouveaux projets de recherche aussi. Et puis c'est l'occasion de placer ses connaissances, ses étudiants. Voilà, si vous connaissez quelqu'un qui est à la recherche d'un postdoc, que vous savez que vous rencontrez quelqu'un qui cherche à employer un postdoc, voilà, c'est le moment de placer son nom. Si vous-même vous êtes à la recherche d'un postdoc aussi, c'est généralement là que vous allez, parce que c'est le moment où vous pouvez justement rencontrer le plus de personnes dans votre domaine.
Donc c'est vraiment ça le cœur de l'idée en fait de ces meetings, hein. C'est pas de comploter, c'est pas de se mettre d'accord, de se mettre d'accord sur quelle est la voie à suivre pour le futur, c'est vraiment de se rencontrer. Et ça se fait dans une ambiance qui est bon enfant, voire même très très bon enfant, hein. On a tous au moins un t-shirt Jurassic Park à un moment, et évidemment il y a du cosplay. Il y a du cosplay, et là je vous montre les images en ce moment. Il y a des gens qui se font plaisir au niveau déguisement. Donc voilà, c'est très bon enfant. Et là, pour le coup, c'était d'autant plus bon enfant que c'était loin d'Amérique du Nord, c'est-à-dire loin de l'endroit où ils le font habituellement. Donc, pour le coup, les gens étaient vraiment beaucoup plus en mode vacances qu'ils ne le sont habituellement. Mais évidemment, c'est aussi du sérieux. Il y a aussi des choses sérieuses qui se passent à la SVP, et notamment découvrir les dernières grandes découvertes en avant-première. Et ça c'est cool de voir les présentations de travaux qui sont en cours et non pas attendre qu'ils soient publiés. Donc en avant-première, par exemple, on a eu cette nouvelle technique qui consiste à utiliser la dégradation des protéines dans les ossements de dinosaures et d'autres choses d'ailleurs, dans les ossements de vertébrés en général. Donc présenté par Dr Weyman, cette technique en est ni plus ni moins que de déplier les protéines qui ont été repliées et rabougries par la fossilisation. Donc vous avez certainement remarqué en fait que beaucoup d'ossements fossiles étaient noirs. Ils sont noirs pourquoi? Parce qu'ils contiennent du carbone. Et ce carbone, d'où il vient? Il vient des protéines, et notamment du collagène. Donc en fait, ce carbone, il est encore à l'état de carbone. Ce sont des protéines qui ont été, comme je disais, rabougries par la fossilisation. Elles ont morflé en pression et en température. Et en fait, ce que le docteur Weinman et le docteur Briggs, qui travaillent avec elle, puisque d'ailleurs, je ne sais même pas si elle est docteur en fait, je crois qu'elle est étudiante, elle est encore en thèse en fait. Donc peut-être qu'elle est même pas docteur. Mais bref, donc elle et le docteur Briggs, qui lui est spécialisé sur la préservation Lagerstatt, donc les très très belles préservations, en fait, ils ont mis au point un procédé qui permet de reconstituer comment une protéine s'est dégradée. Donc, c'est-à-dire qu'en fonction de l'état de la protéine au moment où on la regarde aujourd'hui, ils arrivent à reconstituer comment cette protéine s'est dégradée. Et ça a deux conséquences majeures. Ça veut dire qu'ils sont capables justement, comme je disais, de déplier la protéine rabougrie et de la reconstituer, au moins théoriquement. C'est-à-dire qu'ils arrivent à accéder aux séquences de protéines telles qu'elles étaient avant de se rabougrir. Et apparemment, donc, ce qu'ils disaient dans leur présentation, c'est qu'ils avaient un taux de succès de 60%. Alors, vous savez quoi? Je vais consulter donc le livre d'abstract et je vais vous chercher ça en direct. Voilà. Donc, Weyman. On va chercher donc. Vous voyez que là, donc c'était genre le premier jour en plus qu'ils ont présenté ça. Donc c'était vraiment le gros truc. Et vous voyez que ça a pris plusieurs présentations. Et vous voyez donc ici, là, une de leurs présentations. Alors, est-ce que j'arrive à le retrouver? Donc voilà, par exemple, ils ont pu tester, grâce à ça, ils ont pu tester les affinités, les relations de parenté du Tully monstrum, donc le monstre de Tully, cette espèce de blob. Voilà, c'est un fossile qu'on retrouve dans le Carbonifère d'Amérique du Nord. Ça ressemble à rien, ça a une espèce de bras articulé sur la tête, ça a une espèce de queue, mais on n'avait aucune idée de ce que c'était. Au point que certains disaient que c'était un vertébré, donc un poisson, et d'autres disaient que ça n'avait rien à voir avec un vertébré, que c'était un mollusque. Et du coup, ils ont pu regarder les protéines de ce Tully monstrum, ils ont pu les déplier, et grâce à leur nouvelle technique, ils ont pu analyser la séquence protéique qu'ils ont extraite, la comparer aux vertébrés modernes, et en conclure qu'il s'agissait plus probablement d'un vertébré, donc d'un poisson. Et ça, c'est quand même cool. Ça, c'est quand même bien cool, parce que les mecs, mine de rien, ils viennent de résoudre un problème qui dure depuis presque 100 ans, quasiment. Alors, évidemment, des anatomistes avaient déjà proposé ça il y a quelques années, il me semble, il y a 2-3 ans. Mais maintenant, voilà, maintenant qu'on a des données moléculaires qui vont dans ce sens-là, on a vraiment, on peut avoir une confiance. Il y a une cohérence du signal, déjà, qui permet d'avoir confiance en ces résultats. Voilà, et le signal phylogénétique retenu dans les tissus mous des fossiles
et eux, ils l'ont appliqué à la phylogénie des tortues. Bah voilà, donc gros débat sur la position phylogénétique des tortues, hein. Sont-elles proches des archosaures ou des autres reptiles, ou à la base des reptiles, voilà. À la base des reptiles, donc ce qui serait en cohérence avec leur crâne anapside, mais maintenant on sait que ce sont des choses qui ont évolué de façon convergente assez souvent au final. Eh bien eux, ils ont du coup regardé les séquences protéiques de pas mal de bestioles, de pas mal de vertébrés, dont des tortues fossilisées. Et en fait, ils ont réussi à confirmer que près de 60% des espèces fossiles qu'ils ont pu regarder retrouvaient leur position phylogénétique originale. Donc, enfin, leur position phylogénétique telle qu'on pense qu'elle l'est à partir de la morphologie. Donc ça veut dire que leur technique, elle marche à 60%. C'est pas dégueulasse, ça peut s'améliorer. Mais bon, comme j'ai dit, si elle est vraiment en thèse, comme je crois me souvenir qu'elle est, il y a encore du temps pour que la technique s'améliore. La technique n'est pas encore publiée, hein. Enfin, la technique, je crois, est publiée, mais pas encore les résultats. Donc, il y a encore beaucoup de place pour que ça s'améliore, en fait, hein. Là, c'est vrai que 60%, c'est à peine plus qu'une chance sur deux, mais bon, dans un arbre phylogénétique, il n'existe pas une chance sur deux de trouver sa bonne place, hein. La chance de trouver sa bonne place dans l'arbre phylogénétique, il n'y en a qu'une sur tout le reste des branches de l'arbre phylogénétique, hein. Donc déjà, une chance sur deux, c'est vachement bien. Une chance sur deux de tomber juste, c'est vachement bien. Et ils sont un petit peu plus au-dessus, ils sont à 60%. Donc voilà, et donc avec ça, ils arrivent à soutenir la position phylogénétique des tortues, en groupe frère des archosaures, du coup. Donc le clade des archélosaures. Et la dernière chose, donc ils ont aussi étudié des œufs fossilisés. Est-ce que je vais arriver à le retrouver? Donc oui, là c'est le metabolic rate, voilà. Donc c'est encore un talk de la même personne, donc Jasmina Weyman, et qui a parlé cette fois des metabolic rates. Alors les taux métaboliques, c'est la question clé en fait c'est la question clé de l'endothermie. Alors avant que j'attaque l'endothermie, je vois que le chiffre de 60%, c'est là qu'il est. Voilà. Donc ils ont retrouvé une phylogénie précise, accurate phylogénie, dans 60% des cas. Voilà. C'est ici que le chiffre se trouve, page 218. Voilà, et donc ils ont aussi reconstitué les taux métaboliques. Alors les taux métaboliques, qu'est-ce que c'est? C'est le métabolisme de base, quoi. Est-ce qu'on est à sang chaud ou à sang froid? Parce que ce qu'ils ont découvert, en fait, en faisant leur petit dépliage de protéines sur leurs protéines fossiles, c'est qu'en fait le pliage, la façon dont les protéines se rabougrissent est fondamentalement différente entre les vertébrés à sang chaud et les vertébrés à sang froid. Les vertébrés à sang chaud ayant des protéines, ayant une dégradation de leurs protéines qui est beaucoup plus rapide et qui donc prend un chemin différent finalement que la dégradation des protéines chez les vertébrés à sang froid. Et du coup, ça leur a permis de reconstituer des taux protéiques chez quelques espèces, les taux métaboliques chez quelques espèces. Donc en l'occurrence, si j'arrive à retrouver exactement où ils en parlent, voilà, c'est ici. Donc les dinosaures bipèdes et volants, alors ont le sang chaud d'après eux. Les dinosaures bipèdes et volants, donc je crois me souvenir qu'ils avaient inclus Allosaurus et Vélociraptor. Ils ont retrouvé les ptérosaures à sang chaud, donc ce qui est plutôt cohérent avec le fait qu'ils avaient des plumes, enfin des protoplumes. Et oui, je ne m'embêterai pas à prononcer le terme pompeux que je sais plus qui a inventé pour parler de protoplumes chez les ptérosaures. C'est des protoplumes. Voilà, c'est de la plume filamenteuse. Ils ont retrouvé un métabolisme à sang chaud chez les plésiosaures, chez des archosaures bipèdes, donc je suppose qu'ils parlent de certains archosaures du Trias, très proches de Parkeria, je suppose, et les mammifères. Bon, évidemment, les mammifères, c'est pas une surprise. Donc, ils retrouvent les oiseaux et les mammifères à sang chaud, donc ça, c'est plutôt normal, et ça veut dire que leur technique marche relativement bien. Et là où c'est intéressant, du coup, c'est qu'ils retrouvent les synapsides basaux comme étant endothermiques. Et comme on parle de gens qui travaillent en Amérique du Nord et qui ont voulu faire une étude préliminaire, quand ils parlent de synapsides basaux, c'est très certainement dimétrodon.
Dimétrodon à sang-froid, du coup, c'est pas non plus une grosse surprise, quoi. Mais du coup, ça donne envie de savoir ce qu'ils vont trouver pour des synapsides plus dérivés comme les thérapsides ou les cynodontes, quoi. Et évidemment, ils retrouvent les lépidosaures, donc les lézards, comme des ectothermes, donc ce qui, encore une fois, confirme que leur système marche relativement bien. Donc, du moins, fonctionne de façon cohérente avec leur interprétation. Donc, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool et j'ai hâte de voir ce que ça va donner une fois que ce sera fini et publié parce que vraiment là ça pourrait ouvrir une toute nouvelle porte à la paléontologie quoi. Là si je veux dire vous imaginez la quantité de fossiles d'ossements qui sont retrouvés noirâtres à cause de la matière organique et vous imaginez qu'en fait tous ces fossiles noirâtres ils vont pouvoir être exploités en utilisant cette technique. Donc voilà, ça ouvre des portes mais à l'infini quoi. Donc c'est très excitant comme genre de nouvelles découvertes qu'on fait pendant justement ces meetings, pendant ces rencontres, ces conférences. Évidemment, c'est aussi le moment, donc ces rencontres, de faire, de voir se dérouler devant nos yeux les grands débats de notre discipline. Et l'un des plus grands débats qui a lieu en ce moment dans notre discipline, c'est le débat sur les ornithocélidas. Donc on avait fait toute une vidéo là-dessus sur les ornithocélidas. Donc l'ornithocélida, pour ceux qui n'ont pas suivi, pour les trois au fond qui continuent à regarder cette vidéo mais qui ne savent pas ce que sont les ornithocélidas, je sais qu'ils doivent être que trois. Eh bien, donc la classification des dinosaures, ça a toujours été d'un côté les ornithischiens et de l'autre les saurischiens. Donc les ornithischiens qui ont un bassin d'oiseaux, les saurischiens qui ont un bassin de reptiles. Les ornithischiens, c'est les herbivores, les saurischiens, c'est les sauropodes, donc long cou, petite tête, et les théropodes, c'est-à-dire globalement les carnivores. Et je sais, retiens ton commentaire, il n'y a pas que des carnivores chez les théropodes, je suis au courant. Il y a des colibris aussi. Voilà, donc, mais grosso modo, c'est comme ça que ça se passait, jusqu'à ce que un pavé dans la mare soit jeté en 2017, donc Baron et al. Qui ont découvert, enfin qui ont proposé, avec à l'appui une toute nouvelle matrice phylogénétique et une toute nouvelle analyse phylogénétique, qui ont proposé que, en fait, on s'est planté depuis le début. C'est la vraie phylogénie des dinosaures, c'est d'un côté les sauropodes et de l'autre côté les théropodes et les ornithischiens, qui forment donc les ornithocélidas. Donc on aurait d'un côté les sauropodes et de l'autre les ornithocélidas. Enfin sauropodomorphes du coup, parce qu'il n'y aurait pas que des sauropodes dans le lot, il y aurait aussi d'autres trucs genre Eoraptor et des choses comme ça. Donc et voilà où on en était. Et donc déjà ça n'a pas fait l'unanimité évidemment, hein, parce que vous imaginez bien qu'une grosse annonce comme ça, plus l'annonce est grosse et plus les preuves doivent être puissantes. Et en l'occurrence, il y a des spécialistes comme Max Langer qui ont très très vite détecté qu'il y avait des erreurs dans l'analyse phylogénétique réalisée par Baron et qui avait publié une contre-publication peu de temps après. Ce à quoi Baron et al. Ont de nouveau répondu à Langer et al. En leur disant que on a corrigé les erreurs et on retrouve toujours les ornithocélidas. Et du coup, il y a maintenant, depuis 2017, il y a un champ de recherche sur les ornithocélidas où les gens essayent de reproduire les résultats de Baron, avec ou sans succès des fois. Et du coup, là, il y avait eu la dernière recherche qu'il y a eu là-dessus. Et je pense que je peux arriver à le retrouver en tapant ornithocélida dans la barre de recherche. Eh ben non. Ah, c'est parce que j'ai mal orthographié ornithocélida. Ah, les aléas du direct. Voilà, les ornithocélidas. Donc par Kirms. Donc voilà, voici le résumé en gros de ce qu'ils ont trouvé. Et en gros, ils ont repris toute la base de données de Baron et al. Ils ont vérifié tous les caractères, clarifié tous les caractères. Ils ont tout pété et répété, comme on dit. Et au final, ils ont fait retourner l'analyse après avoir tout revérifié. Ils n'ont pas revérifié que l'analyse, ils ont revérifié l'anatomie des spécimens. Donc ils sont retournés voir tous les spécimens que Baron avait déjà observés. Et en gros, ce qu'ils trouvent, et contrairement à ce qu'ils disent là, en fait, d'ailleurs, ils ont annoncé dans leur abstract, ils ont pris un petit peu d'avance
sur leurs résultats, je pense, parce que l'abstract a été envoyé, ce que vous lisez là, en fait, ça a été renvoyé à la SVP en début d'année, ça a été envoyé au plus tard en avril. Et en fait, je pense qu'ils ont un peu anticipé leurs résultats en disant qu'ils ne retrouveraient pas les ornithocélidas. En réalité, pendant la présentation qu'ils ont fait, ils ont bel et bien retrouvé les ornithocélidas. Donc voilà. Donc apparemment, ça va quelque part. Ça va quelque part cette histoire d'ornithocélida, et alors ça va probablement pas remplacer les manuels de paléontologie et de biologie tout de suite, hein, ça c'est sûr, parce qu'il y a du débat. Vous voyez que la même personne peut annoncer une chose et son opposé dans un intervalle de 6 mois. Donc, mais voilà, c'est intéressant. Bah justement, là, ça va être intéressant de voir par exemple ce que Viman va retrouver avec ses molécules, avec ses protéines. Ça va être une des grosses questions qu'on va lui demander de résoudre, la question des ornithocélidas. Donc, affaire à suivre. Affaire à suivre, mais vous voyez, le débat est en cours et c'est là qu'il a lieu. Donc, pour tous ceux qui croient que le système de peer reviewing il s'arrête au moment où l'article est publié, non, pas du tout, hein. Le peer reviewing de l'article de Baron et al. De 2017, il est encore en cours. Ils sont en train de tout vérifier, au moindre détail. Et un autre grand débat en cours, c'était celui de Taurosaurus. Taurosaurus est-il un adulte de Triceratops, ou Triceratops est-il encore un juvénile, malgré ses 5 tonnes? Voilà. Eh ben, il y a eu un talk très très intéressant à ce propos, où en fait c'est un étudiant, je crois, donc il faut savoir que cette théorie de Taurosaurus est un adulte de Triceratops, elle n'a été vérifiée que sur les crânes. Donc ils ont fait des coupes histologiques dans les crânes pour voir si les spécimens étaient adultes. Certains spécimens étaient adultes. Et du coup, ils ont découvert qu'a priori, Triceratops, il portait des traces de croissance osseuse dans son crâne, qui voudraient indiquer qu'en gros, Triceratops n'était pas adulte. Et du coup, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est que ils ont voulu faire des coupes histologiques du coup dans les os longs, c'est-à-dire dans les humérus, les fémurs, etc. Sauf qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, dans la plupart des cas, les os, enfin le squelette n'avait jamais été extrait. Donc ils ont fait un travail d'enquête qui consistait à retrouver où les crânes avaient été découverts pour voir s'il y avait du squelette avec. Et ben en fait, ils y sont arrivés. Ils ont retrouvé des squelettes. Donc ils ont retrouvé des squelettes de juvéniles très très jeunes, de juvéniles adolescents, de juvéniles adultes, c'est-à-dire de Triceratops adultes, et de Taurosaurus. Et en faisant des coupes histologiques, en fait, dans les os longs, ils se sont rendus compte que ce qu'on appelle Triceratops adulte, ou Taurosaurus juvénile, du coup, en fait, ça a déjà une histologie au niveau des os longs, l'histologie indique qu'il ne grandissait plus. Donc vous connaissez l'histoire, hein, c'est l'histoire des cercles concentriques comme sur un arbre. Voilà, chaque année il y a un nouveau cercle d'os qui est déposé. Ça fait des cercles de croissance à l'intérieur de l'os, et en fait quand ils coupent les os de Triceratops adulte / Taurosaurus juvénile, en fait ils trouvent que c'est pas un Taurosaurus juvénile, c'est un Triceratops adulte, quoi. Il n'y a plus de cercles de croissance, les cercles de croissance s'amenuisent vers la surface jusqu'à ce qu'on les voit disparaître complètement. Donc Triceratops apparemment ne grandissait plus, ce qui veut dire que Triceratops est adulte et qu'apparemment Taurosaurus est bel et bien une espèce différente. Donc là pour le coup, j'ai pas envie de dire affaire à suivre, parce que j'ai un peu peur que ça ne cimente le débat définitivement. Du moins, le débat sera cimenté quand ce sera publié. Et peut-être que Jack Horner, qui était l'instigateur de la théorie du Taurosaurus juvénile, répondra, je ne sais pas. Mais on verra bien, mais là j'ai l'impression que ça va définitivement mettre un point final au débat. Et puis la SVP, c'est découvrir les choses qu'on aurait manquées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des choses nouvelles qui sont présentées à la SVP, il y a des choses anciennes aussi, mais des choses anciennes qui sont des fois passées sous le radar. Donc ça arrive très souvent qu'on voit, notamment dans les disciplines qui ne sont pas directement liées aux nôtres. Voilà, il arrive souvent que des choses soient publiées et puis qu'on ne les voit pas passer. Et puis d'un seul coup, on va au meeting de la SVP, on va voir les présentations et on se rend compte que tiens, j'avais raté ça.
Ça c'est intéressant d'un point de vue recherche, c'est aussi intéressant d'un point de vue enseignement. Ça permet de se tenir à jour, tout simplement. Donc voilà, on se renseigne sur les sujets qui sont à la mode et puis surtout la dernière chose, eh ben, ça permet de faire des présentations soi-même et de montrer du coup ce qu'on a fait, ce qu'on a accompli. Et c'est ce que tout le monde fait finalement. Tout le monde montre ce qu'il a accompli et cherche à voir un petit peu ce que la communauté scientifique en pense. Donc il y a les choses qui sont accueillies avec scepticisme, il y a les choses qui sont accueillies avec enthousiasme, il y a les choses qui sont accueillies avec neutralité. La neutralité est généralement la réponse la plus répandue. Mais voilà, ça permet de faire soi-même une présentation, de présenter nos recherches. Généralement, on les sélectionne pour qu'elles soient les plus clinquantes possibles, parce que justement, plus nos résultats, on va dire, changent les choses, plus on sait qu'ils vont être accueillis avec scepticisme, et du coup, plus on cherche à voir jusqu'à quel point, en fait. Jusqu'à quel point ça va être accueilli avec scepticisme. Donc c'est un peu une prise de température sur ce que les autres pensent de nos recherches, et comment nos recherches sont perçues par nos pairs. Donc c'est aussi très important d'un point de vue personnel de présenter là-bas, tout simplement pour avoir une idée de ce que les gens pensent de vous. Est-ce que les gens vous prennent pour un charlatan? Voilà. Donc donc il y a un peu de politique, hein. Je veux dire, il y a évidemment un petit peu de politique, comme je l'ai dit, on cherche les sujets à la mode, on essaye de se faire des contacts, mais non, il n'y a pas de grand complot mondial du darwinisme qui se déroule pendant ces meetings, hein. Et globalement, c'est plutôt détendu. Donc voilà, et puis du coup, je vais vous mettre un petit enregistrement que j'ai fait de ma propre présentation avec des sous-titres, juste pour vous donner une idée de à quoi ça ressemble une présentation faite à ce genre de congrès. Voilà, c'était Paléo News, merci de l'avoir suivi. Donc je vous mets la petite vidéo de ma présentation juste après le générique. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer d'ancien. À très bientôt. Good afternoon, everyone. So my name is Julian Benoit, and I'm going to talk about our research on the homology of the mammalian infraorbital foramen, in particular the homology with their ancestors, the non-mammalian sauropods. So, I won't assume that everyone knows how important is the infraorbital foramen for us. So the infraorbital foramen is basically a hole under the orbit, and it gives passage to the infraorbital branch of the trigeminal nerve. And this nerve is very important because it's the nerve that innervates the whiskers, the facial whiskers. So which makes the infraorbital foramen the best osteological correlate that we have for the evolution of whiskers, which is particularly relevant in the evolution of synapsid context, because it's basically a gateway to the evolution of two very important mammalian characters, the somatosensory cortex and the evolution of endothermy, because whiskers are hair, and hair is the best proxy for the evolution of endothermy in mammals. As unlike the dinosaur people, we don't have a very nice fossil record of the integument in the synapses. Now the question becomes, how do you address the homology of the infraorbital foramen? So you have to do like my colleague just did. You have to look under the orbit. Because that's what infraorbital foramen means. It's the foramen below the orbit. So it's fairly easy to identify an infraorbital foramen when you see one. Well, except in some cases. Like in dolphins and cetaceans in general, the infraorbital foramen is actually in a supraorbital position. And as my mother used to say, you know you're in deep shit when you have your infraorbital foramen in supraorbital position. My mother is very observant. But thankfully, in modern mammals, we can still address the homology of the infraorbital foramen because you have the nerve. The nerve gives you the position of your infraorbital foramen, so the soft tissue is the key in that case. But now what
what do you do when you look at fossils, and particularly that fossil, Morganucodon, which is known as the basal-most mammalia form? So what do you do with that fossil when you don't have the infraorbital nerve to help you, and you have not one, not two, but three possible infraorbital foramina? So you can do like what Kermack et al. Did in 1981, and you can just basically call everything an infraorbital foramen and number them from 1 to 3. But it's very not satisfying. So, and it becomes even worse when you go back in time and in phylogeny and you find the cynodonts in which there is not 3 but dozens of possible infraorbital foramina. So by the way, these foramina have been collectively called the whiskers foramina because, as this animation shows you, they are believed to be the rooting point of whiskers. There are a variety of reasons to say that it was not the case. First, whiskers are used for whisking, and whisking implies some movements for tactile recognition. And well, if your whiskers are stuck in a little osseous foramina, they are not very efficient at whisking. And the second reason is when you look at most reptiles, including this glorious Tyrannosaurus rex, you find the exact same foramina as the one you find in cynodonts and other therapsids. So if you want therapsids to have whiskers because they had these little foramina, then you will have to admit that Tyrannosaurus rex had a beautiful mustache. So to address the evolution of the infraorbital foramen and its homology across synapsid evolution, we've scanned a lot of synapsid fossils, mostly at the cyclotron and at the Evolutionary Studies Institute in South Africa. So these are our results. So in modern mammals, you have an infraorbital foramen, so a very simple structure. And through that infraorbital foramen, you have the infraorbital nerve that gives off anteriorly 3 branches, one that goes up, one that goes forward, and one that goes down. And caudal to the infraorbital foramen, you have a number of branches that are directed toward the teeth. So these are called the alveolar branches. And what's interesting is that in cynodonts and most therapsids, you find the exact same organization, not of the nerve, but of the maxillary canal. So the maxillary canal is the equivalent of the infraorbital foramen, except that it encloses the infraorbital nerve on its complete length. But you essentially find the same branches of in the maxillary canal that you find in the infraorbital nerve in modern species. So you have a branch that goes up in Trynaxodon, a branch that goes forward, and a branch that goes down, and caudal to them. So that part corresponds to is homologous to the infraorbital nerve. And caudal to that, you have branches that are directed toward the teeth, the postcanal teeth, that corresponds to the alveolar rami. And this structure is different from what you find in sauropsids, in which the branches ramify more or less randomly, like in tortoise and Tyrannosaurus, for example. And so one thing first is that it's very interesting to see that this organization, this fundamental organization of the infraorbital nerve, is very conserved among synapsids, as you find it in cynodonts, mammals, but also in very basal synapsids like the pelycosaurs. So Eleosaurus, for example, is a pelycosaur in which you find also that division between an anterior part that has branches going up, forward, down, and the posterior part in which you have branches that are oriented toward the alveoli. So then we traced the evolution of the infraorbital, of the maxillary canal toward the infraorbital foramen condition. So it's basically a simplification of the morphology of the maxillary canal to the point in which it's so reduced that only the infraorbital foramen is left.
So that's the structure in green that we are following. So in Pelycosaur it's very ramified, then in basal cynodonts the ramification starts becoming fewer, and then from basal probedognathians until derived probedognathians, so the direct ancestors of cynodonts, you really have a drastic reduction of the number of branches to the point that in derived probedognathians more derived than Probenognathus itself, the maxillary canal is basically at the same stage as the infraorbital foramen. So they do have an infraorbital foramen. So if anything, whisking, it means that whisking became possible in the last common ancestor of Probenognathus and more derived Probedognathians, including mammals, which means that that whiskers likely or hypothetically evolved 241 million years ago. And now we can deep dive into the homology, the exact homology of the infraorbital foraminae in early mammalia forms and in these derived Probedognathians. So here you have Brasilitherium, in which you find the same organization as in Morganucodon. So you have 3 infraorbital foramina, and this is how they are connected to the maxillary canal. And so if you compare now Brasilitherium to modern mammal, you will find that the anterior-most branch is consistently oriented toward the canine in those derived cynodonts, just like the rostral alveolar nerve in modern mammals. So we can safely homologize the first infraorbital foramen to the rostral alveolar branch. Then the caudalmost branch, the blue one, infraorbital foramen number 3, is consistently located at the lacrimal maxilla suture, so which is a characteristic that you find with the exit at the exit of the zygomaticofacial nerve. So same thing, we can safely homologize that foramen to the foramen for the zygomaticofacial nerve, which leaves us only with infraorbital foramen number 2 to be homologous with the exit of the actual infraorbital foramen. So if we come back to our Morganucodon, we have a caudal foramen located at the lacrimal maxillary suture, which is the zygomaticofacial foramen. We have an anteriormost foramen that is located right next to the canal, and is thus more likely homologous to the rostral alveolar foramen, which leaves us with the infraorbital foramen number 2, which is the actual infraorbital foramen, the actual mammalian infraorbital foramen. Problem solved.